Bonjour et bienvenue sur le podcast d'actualité de l'Hebdo des Toulousains. Aujourd'hui, nous revenons sur l'article de notre journaliste Vladimir Max qui explore la récente propagation d'une rumeur infondée au Puy-en-Velay, selon laquelle le célèbre tueur en série Patrice Allègre se serait installé en ville, créant une vague de panique parmi les habitants. Quand la rumeur ressuscite le spectre Patrice Allègre, un podcast réalisé par notre page culture. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur une ambiance un peu étrange qui a flotté sur le Puy-en-Velay en Haute-Loire. Une espèce d'inquiétude qui montait avec un nom qui fait froid dans le dos, Patrice Allègre. Oui, bonjour. Effectivement, au cœur de tout ça, il y a cette rumeur, tenace, qui a circulé. L'idée que Patrice Allègre, le tueur en série de Toulouse, il aurait été vu ou même qu'il se serait installé là au puits. Et ça a pris vite, j'imagine, le genre d'histoire qui... Ah oui, très vite. C'est parti des cafés du commerce, ça tournait sur les réseaux sociaux, on dit même que ça parlait de ça dans les écoles. C'est assez classique comme propagation, malheureusement. C'est fou quand même. Justement, notre objectif là, c'est de regarder ça de plus près. On va prendre cette rumeur, la confronter aux faits, aux infos vérifiées qu'on a pu trouver, notamment via un article de Vladimir Max, pour comprendre un peu d'où ça sort, où en est vraiment Allègre aujourd'hui, et puis qu'est-ce que ça révèle cette histoire. Alors allons-y, la rumeur concrètement, c'était quoi? C'était que Patrice Allègre, on rappelle, condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté pour 5 meurtres, 6 viols entre 89 et 97, il aurait trouvé un logement rue des Capucins. Rue des Capucins. C'est pas n'importe où au Puy, ça. C'est très central, juste à côté de la mairie, non? Exactement. C'est ça qui rendait le truc encore plus angoissant, j'imagine. C'était précis, c'était localisé, un nom connu, une adresse précise. On imagine le cocktail. L'article de Max, il parle même d'un véritable vent de panique. Ça semble énorme, mais... Bah oui, mais apparemment ça a été très concret. C'était pas juste des discussions, quoi. Les gendarmes, leur standard a explosé. Des appels de gens inquiets, forcément, qui demandaient si c'était vrai, s'il y avait un danger. Ah oui, d'accord. Et les journalistes locaux, pareil, bombardés de questions. Ça montre bien comment une info non vérifiée, qui touche à une peur profonde, celle du prédateur, ça peut vite faire paniquer tout le monde. C'est clair. La peur collective. Bon, alors, revenons aux faits. La réalité, elle est où dans tout ça? Patrice Allègre, il est où aujourd'hui? Alors là, la réponse est sans aucune place au doute. Patrice Allègre n'a jamais été libre au Puy-en-Velay. Jamais. Il est en prison sans interruption depuis 1997. D'accord. Et il est détenu depuis pas mal d'années maintenant au centre pénitentiaire d'Ancisheim. C'est près de Mulhouse, donc très loin du Puy. Ancisheim, oui, c'est une prison pour les longues peines. Très sécurisée, si je me souviens bien. Tout à fait. C'est là qu'on trouve des détenus particulièrement surveillés, donc l'idée qu'ils puissent en sortir comme ça, discrètement, pour aller s'installer au puits, c'est juste pas possible. Et il est détenu depuis? Plus de 20 ans maintenant. Il n'est pas du tout en fin de peine, ni en semi-liberté, rien qui pourrait expliquer qu'il se balade dehors. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, sa situation judiciaire récente le confirme. En 2019, il a purgé sa période de sûreté de 22 ans. Donc, légalement, il pouvait demander une libération conditionnelle. C'était son droit. Une première demande donc. Résultat de ces expertises? C'est souvent là que ça se joue. Elle n'était pas bonne pour lui. Les experts ont dit non, en gros. Trop de risques. Dangerosité toujours là. Donc, la justice a suivi et a refusé la demande. Logique. Son avocat lui-même, il avait été cité à l'époque, il avait dit que son client était très loin d'être libéré. Donc, voilà. Donc, soyons clairs, l'idée qu'il soit libre et en plus installé rue des Capucins au Puy, c'est de la pure invention, un fantasme total. C'est exactement ça. Ça n'a aucun, mais alors aucun lien avec la réalité. C'est juste une peur qui s'est construite sur rien de concret le concernant. Il est bien derrière les barreaux. Bon, voilà qui est clair et net. Des rumeurs totalement fausses. Mais alors, ce qui est troublant, c'est qu'en même temps que cette fausse histoire circulait au Puy, il y a une vraie actualité judiciaire autour de Patrice Allègre. C'est ça qui est un peu... Oui, tout à fait. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a pu
involontairement, hein, créer une espèce de confusion ou d'inquiétude diffuse. Il se trouve que le pôle Cold Case de Nanterre, Le pool spécialisé dans les affaires non résolues, c'est ça, près de Paris? exactement au parquet de Nanterre, eh bien ce pôle a ouvert il n'y a pas si longtemps une nouvelle information judiciaire qui vise Patrice Allègre. Une nouvelle information judiciaire? Mais pourquoi faire? Il a déjà pris perpétuité. On va pas refaire ses procès. Non, non, rien à voir avec ces condamnations. Là, le but est différent. C'est une enquête menée par un juge d'instruction pour, comment dire, pour retracer tout son parcours avant et pendant ses crimes connus, fin des années 80, fin 90, et voir s'il pourrait être lié à d'autres affaires criminelles qui, elles, n'ont jamais été résolues. Ah d'accord. Donc, on cherche à savoir s'il a pu faire d'autres victimes. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. La question, c'est est-ce qu'il y a des cold cases, des vieilles affaires, où son nom pourrait apparaître, où son mode opératoire pourrait correspondre? Et les enquêteurs, ils ont des pistes. Ils regardent quoi en particulier? Il s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle parfois sa période blanche. C'est un trou en quelque sorte dans sa chronologie criminelle connue, entre 1990 et 1997 à peu près, 7 ans. 7 ans. Oui, 7 ans pendant lesquels, officiellement, on ne lui attribue aucun crime, entre deux séries pour lesquelles il a été condamné. Et la question que se posent les enquêteurs, c'est est-ce que c'est crédible qu'un type comme lui soit resté sage pendant 7 ans? Ou est-ce qu'il a continué, mais que les affaires n'ont pas été résolues ou pas connectées à lui? 7 ans. Ouais, ça interpelle quand même pour ce genre de profil. Et l'article mentionne aussi les 37 oubliés de l'affaire Allègre. Ça sonne assez sinistre. C'est quoi exactement? Ce chiffre 37, il est apparu pour parler d'un ensemble de dossiers non élucidés dans la région de Toulouse, surtout dans les années 80-90. Des meurtres, des disparitions, des viols. Pour certains de ces dossiers, on a évoqué à un moment ou un autre un lien possible avec Allègre. Ah oui. Oui, à cause du lieu, de l'époque, parfois d'un détail du mode opératoire. Mais, et c'est important, jusqu'à maintenant, aucun lien formel n'a été prouvé. Ce sont des pistes, des hypothèses. Et donc cette nouvelle enquête à Nanterre, elle vise à reprendre ces dossiers-là avec les moyens d'aujourd'hui. L'ADN, tout ça. C'est exactement l'idée. L'espoir, c'est que les progrès scientifiques, l'ADN, sur les vieux scellés, les nouvelles bases de données, et puis aussi les nouvelles méthodes d'analyse criminelle, les recoupements informatiques, que tout ça permette enfin de voir s'il y a un lien, ou pas, avec Allègre dans certains de ces dossiers oubliés. L'article de Vladimir Max, il zoome sur un cas en particulier. La disparition d'Hélène Lobradou. Pourquoi ce cas-là? Parce que c'est un cas emblématique, c'est ancien, ça date de 1989, et il y avait déjà à l'époque des éléments troublants. Hélène Lobradou, elle avait 26 ans, elle disparaît le 16 août 89, juste après un séjour dans une clinique psy près de Toulouse, à Balma, Et pouf, volatilisé. volatilisée. Plus aucune nouvelle. Et le lien possible avec Allègre, il vient d'où? Il vient d'un témoignage recueilli assez vite par les gendarmes. Un serveur, dans une brasserie toulousaine, on lui montre la photo d'Hélène, et il dit « mais oui, je l'ai vue », et surtout il dit l'avoir vue peu avant qu'elle disparaisse, à une table, avec un homme, dont la description physique collait pas mal avec Allègre à cette période. Ah ouais, quand même, hein. Ça, c'est une piste qui semble sérieuse, non? Qu'est-ce qu'ils en ont fait à l'époque? Mais c'est là que le bas blesse, d'après l'article. Apparemment, malgré ce témoignage qui semblait important, ça n'a pas été creusé à fond. Comment ça, Evelyne? L'article suggère qu'il y aurait eu une défaillance, que le gradé de la gendarmerie de l'époque n'aurait pas vraiment donné suite, n'aurait pas ordonné d'enquêter sur cette piste Allègre. Pourquoi? On ne sait pas. Manque de moyens, ils n'y ont pas cru. C'est une des zones d'ombre que la nouvelle enquête essaie peut-être d'éclaircir aujourd'hui. C'est terrible si c'est ça. Penser qu'une piste a pu être ratée. C'est fou ce contraste. D'un côté, une panique au puits sur du vent, et de l'autre, une vraie enquête à Nanterre qui essaie de rattraper des trucs potentiellement manqués il y a 30 ans. Pour des familles qui attendent toujours, comme celle d'Hélène Lobradou. C'est exactement ça, cette dualité. L'espoir maintenant, pour ces dossiers Lobradou et peut-être d'autres, c'est que ce nouveau regard de la justice, avec les outils modernes, permette enfin de faire ce qui n'a pas été fait à l'époque. Retrouver les témoins, réanalyser des preuves, établir des liens ou les écarter définitivement. Si on revient sur cette rumeur au puits, l'article dit qu'elle illustre la force redoutable des rumeurs locales. C'est vrai que c'est frappant comment un truc pareil, qui est factuellement faux, peut prendre aussi bien. Malheureusement, c'est pas si rare. L'article fait un petit parallèle, même si c'est pas la même chose, avec l'affaire Baudis à Toulouse en 2003. Ah oui, je me souviens vaguement. Dominique Baudy, qui était maire, personnalité connue, respectée,
Il s'était retrouvé pris dans une spirale de rumeurs terribles, liées très indirectement à Allègre d'ailleurs. Ça montre comment des figures comme ça, criminelles ou publiques, peuvent devenir des aimants à histoire incontrôlée. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche? Pourquoi Allègre? Pourquoi au puits? C'est souvent un mélange de choses. Déjà, Allègre lui-même. Il représente quelque chose de très sombre dans l'imaginaire collectif en France. Son nom seul, ça fait peur. Oui, c'est sûr. Ensuite, le fait de dire rue des Capucins, un endroit précis que les gens connaissent, ça rend le truc plus proche, plus concret. C'est plus abstrait, il pourrait être là à côté. Et là, même si c'est invraisemblable, ça devient une possibilité flippante pour certains. La peur, oui. L'émotion prend le dessus sur la raison, c'est ça, hein. On partage l'info au cas où, même si on n'est pas sûr. Exactement. La peur, ça se partage beaucoup plus vite que la vérification des faits. On veut alerter, on veut partager son angoisse. Et la source, la crédibilité, ça passe après. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Ah ben oui, ça doit filer à une vitesse, hein. c'est une caisse de résonance incroyable. Une phrase balancée comme ça, sans preuve, ça peut devenir viral et créer une vraie panique, comme on l'a vu au puits. Ce qui est fascinant et un peu vertigineux, c'est ce décalage total. Au puits, on a des gens qui réagissent à une ombre, à une histoire inventée, et pendant ce temps, la vraie vie judiciaire d'Allègre, elle se passe à Ancisem pour sa prison et à Nanterre pour l'enquête sur son passé. Deux mondes qui se touchent pas, sauf dans l'imaginaire. C'est une illustration parfaite de la dissonance. La rumeur, même fausse, elle répondait peut-être à une angoisse ou c'était une mauvaise blague qui a dégénéré, on ne sait pas, mais elle a trouvé un écho. Heureusement, les autorités et la presse locale ont réagi, ont démenti. C'est crucial ça, de couper court rapidement. Bon, alors, si on résume les points importants. Premièrement, et c'est essentiel pour les habitants du Puy et tout le monde, Patrice Allègre au Puy-en-Velay, c'est faux. Une rumeur sans aucun fondement. Il est bien en prison à Antisheim et sa libération n'est pas du tout pour demain. Deuxièmement, il y a bien une actualité judiciaire réelle qui le concerne, mais c'est une enquête menée depuis Nanterre par le pôle Cold Case. Le but, essayer de voir s'il est lié à d'autres crimes non résolus, notamment pendant cette fameuse période blanche entre 90 et 97, et en rouvrant des dossiers comme celui d'Hélène Loubradou, disparue en 89. Et enfin, cette histoire du puits, c'est une sacrée leçon sur la vitesse et la puissance des rumeurs. Surtout quand elles jouent sur nos peurs, avec des noms qui marquent. Ça peut créer une vraie panique, une distorsion de la réalité. Et le numérique accélère tout ça. Tout à fait, et ça nous laisse avec une question assez fondamentale aujourd'hui, je trouve. Comment on fait, collectivement, individuellement, pour mieux trier ? Pour distinguer l'info fiable de la rumeur qui fait du bruit, surtout quand ça touche à des affaires sensibles qui nous remuent. Très bonne question. Ou alors peut-être celle-ci, plus pour les institutions, comment elles trouvent le bon équilibre entre informer sur des enquêtes réelles, comme celle de Nanterre, sans pour autant nourrir la psychose, la panique inutile, comme celle du Puy basée sur du vent. C'est délicat comme communication pour la justice, les médias, la police. Des défis énormes, oui. La transparence sur les faits, comme le démenti rapide au puits, c'est une chose. Mais l'autre, c'est sans doute notre capacité à tous à réfléchir un peu avant de croire et de partager, pour pas devenir nous-mêmes les relais de ces histoires qui font du mal. Une affaire complexe qui nous montre que les faits, c'est souvent moins spectaculaire, mais tellement plus important que les histoires qui font du bruit. Merci d'avoir suivi cette mise au point. Vous venez d'écouter notre podcast Quand la rumeur ressuscite le spectre Patrice Allègre. Si vous avez aimé, nous vous invitons à écouter d'autres podcasts sur notre page podcast d'actualité. Retrouvez-nous aussi en presse le jeudi.